En 2004, c'est 11 100 personnes adultes qui ont disparu. Dans la mesure où cette disparition est qualifiée inquiétante, il y a forcément une enquête de police ou de gendarmerie qui est menée. La vie intime de la personne va être décryptée, ainsi que celle de son entourage. Suzanne Viguier est inscrite au fichier des personnes recherchées. Un dimanche de février 2000, Suzanne Viguier, une mère de famille, disparaît sans laisser de traces. Son mari, Jacques Viguier, est mis en examen pour homicide volontaire. Il se dit innocent. Olivier, l'amant de Suzanne, est l'accusateur principal du mari. Depuis 5 ans, les deux hommes s'affrontent. À Toulouse, dans l'ombre du dossier Allègre, la disparition de Suzanne Viguier fait la une des journaux. Pour les médias, le mari est le coupable désigné de ce meurtre sans cadavre. Pour la police, le lieu du crime serait le domicile conjugal et le mobile, le refus d'un divorce. Dans la maison, on retrouve des traces de sang, le sac à main, un matelas et d'autres indices troublants. Jacques Viguier est incarcéré, il fait 9 mois de détention avant d'être relâché par décision de justice. L'affaire est actuellement en cours et le procès n'a pas encore eu lieu. Nous allons vous raconter ces 5 ans d'investigation à la recherche de Suzanne Viguier. Suzanne rencontre Jacques sur les bancs de la fac de Toulouse. Elle se consacre à la danse et épouse le plus jeune agrégé de France de droit public. Ils ont 3 enfants, puis l'histoire d'amour s'étiole. Jacques est infidèle, Suzanne est malheureuse, elle pense au divorce. La veille de sa disparition, Suzanne passe la soirée avec Olivier, son amant. Suzanne et Olivier se voient quotidiennement, leur liaison dure depuis 1 an. Le 26 février, je vais chercher Suzy chez elle, fin de matinée, pour partir donc à Montauban, faire une compétition de tarot l'après-midi et un tournoi le soir. Donc je vais la chercher vers 11h. À 2 reprises et entre 2 parties de cartes, Suzanne téléphone à ses enfants d'une cabine. Bizarrement, elle n'utilise pas son portable. A-t-elle téléphoné à quelqu'un d'autre? Personne ne le sait, l'enquête ne le dit pas. Je l'ai laissée chez elle dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h, 4h30 à peu près. Elle est rentrée dans la maison et puis moi j'ai continué mon chemin jusque chez moi. À cette heure-là, Jacques et ses 3 enfants dorment. Jacques et Suzanne font chambre à part depuis des mois. Le couple va mal. Suzanne s'est retranchée dans l'autre aile de la vaste maison, au premier étage. Elle dort désormais dans un bureau aménagé d'un canapé clic-clac. Dans la nuit, j'ai entendu du bruit, donc ça voulait dire que quelqu'un rentrait à la maison. Alors quelqu'un rentrait, pour moi c'était Suzy qui rentrait. Et ensuite, le matin, on a agi comme si elle était là. En réalité, on n'a pas parlé à Suzy, on n'a pas vu Suzy, mais pour nous, elle est là. C'est cette déclaration de Jacques Viguier qui dirige tous les soupçons sur lui. Mais 5 ans plus tard, le mari n'est plus sûr de rien. Est-ce qu'elle est revenue du tarot? Et ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse.
À 10h ce matin du 27 février 2000, personne n'a vu Suzanne dans la maison. Le grand-père Viguier accompagne les enfants au jardin des plantes, comme prévu la veille. Pendant ce temps, Jacques déclare faire un jogging. Mais pour l'accusation, le mari ne court pas. Il profite de ce laps de temps pour faire disparaître sa femme. À 12h30, Jacques rejoint ses enfants chez ses parents pour déjeuner. Pendant ce temps, Olivier, l'amant, s'inquiète. Dans l'après-midi, je vais passer devant chez eux et je remarque que les stores sont fermés. Fin d'après-midi, je repasse rue des Corbières et je vois toujours les volets fermés. Donc là, je vais m'arrêter, je vais aller sonner pour voir et puis je vais aller jusqu'à la porte pour voir si elle n'est pas ouverte pour frapper. Et donc tout est fermé. Donc pour moi, il n'y a personne dans la maison. À 20h30, Jacques et les enfants rentrent à la maison. Suzanne n'est pas là. Personne ne la reverra jamais. Lundi 28 février, 8h30. Je téléphone avant d'y aller. Jacques me répond. Il n'est pas encore parti à l'école pour emmener les enfants. Donc moi je lui dis, je ne bouge pas, je suis là dans 5 minutes, j'arrive. Dans la salle de bain, le produit à lentilles est sorti, les lunettes sont posées, mais il n'y a plus les lentilles. Je rentre dans la chambre pour voir et je constate donc que le clic-clac est remis en position banquette, que tout est rangé. Donc Olivier vient, il entre et il a pu se promener dans la maison comme il l'a voulu. Quand j'étais là, je n'ai rien à cacher à quiconque. Le lendemain matin, Jacques part en vacances avec ses 3 enfants, sans Suzanne, comme prévu de longue date. Olivier s'affole et alerte les proches de Suzanne. Le 1er mars, 3 jours après la disparition, Jacques Viguier rentre à Toulouse et se rend au commissariat pour faire une déclaration de recherche dans l'intérêt des familles. 30 minutes plus tard, Olivier se rend dans le même commissariat. L'amant devient l'accusateur principal. Si moi je suis pas là, on n'est pas en train de se parler, il n'y a pas d'enquête. Moi j'en suis persuadé. Et il a gagné. Quand on vient entendre l'amant qui dit je suis pressant, c'est moi qui le fais, etc., mais pas du tout. J'ai pris ma décision seul, je n'ai pas besoin de l'attendre. Donc vraiment, c'est complètement ridicule de venir me dire que c'est lui qui m'a forcé la main. Dès le lundi soir, une fois qu'il m'a mis cette inquiétude, je téléphone à un policier qui était un ami, un père d'élève du côté de ma femme, et je lui demande qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une situation un peu bizarre ou quelqu'un qu'on attendait ne rentre pas. Lui il me dit il faudrait peut-être aller faire une déclaration. Je lui dis mais d'accord. Ça me gêne profondément. C'est vrai, vous ne savez pas ce que ça peut être d'aller voir les policiers pour dire oui, voilà, je suis un pauvre imbécile, ma femme a disparu, je ne sais pas où elle est. Ça me fait mal au ventre. Je me dis, on passe pour un con, il faut être clair. Les 8, 10, 11, 17 et 21 mars, Olivier enchaîne les dépositions accusatrices. Jacques Viguier, c'est un personnage suffisant. Vous imaginez pas. Quelqu'un de moins beau que lui, avec une moins belle voiture, une moins belle maison et un moins beau salaire. C'est absolument impossible pour lui que sa femme le trompe avec quelqu'un comme ça. Le divorce est considéré pour lui comme un échec. Et l'échec, ça n'existe pas chez lui. C'est quelque chose qu'il ne peut pas tolérer. Je le sens parfaitement capable de pouvoir commettre un acte. Et c'est ce que je dis à ce moment-là. C'est que cet acte irréparable, je pense qu'à un moment donné, dans son esprit, dans sa façon de fonctionner, ça peut devenir un réflexe de survie. Les termes du PV, ils sont ce qu'ils sont. Et dans la marge, ça s'appelle une suspicion de meurtre. Voilà. Et encore à ce moment-là, je précise que j'ai rien contre Jacques Viguier. À ce stade de l'enquête, le mari qui est en garde à vue ignore que l'amant l'accuse.
En garde à vue, à un moment donné, entre guillemets, on me sort Olivier qui vient de dire, voilà, je suis l'amant, tu l'as tué, etc. Et là encore, je suis complètement abasourdi. C'est une période difficile quand on est en garde à vue et soumis à des interrogatoires. Et tout d'un coup, l'amant sort. Alors, moi, j'étais persuadé qu'il était en garde à vue et qu'il se livrait à une confrontation. En réalité, il est venu au milieu des policiers. Il est venu balancer ses accusations. Je suppose qu'il avait une mission qui était de me faire craquer. Pour Jacques, je suis l'ami et le confident de Suzy. Pour la police, je suis l'amant et je le dis et je l'ai toujours dit. Maintenant, quand Jacques va me demander mais pourquoi je vais témoigner alors qu'il l'a fait, c'est moi qui lui dis, parce que je suis le meilleur ami et le confident de ta femme et je sais des choses que tu ne sais pas. Donc je vais apporter un complément d'information. J'ai réalisé que finalement, j'avais été programmé, entre guillemets, dès le départ, sur, en quelque sorte, instruction ou conseil de l'amant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a complètement insidéré, parce que pour moi, on était à égalité, en quelque sorte, devant un soupçon possible, potentiel. Même en prison, Jacques Viguier corrige ses copies. À sa sortie, il reprend ses cours à la fac, soutenu par ses pairs et ses étudiants. Il récupère la garde de ses 3 enfants. En attendant son procès, l'homme est abattu. Pour comprendre cette affaire, il faut s'arrêter sur la personnalité de Jacques Viguier. Pour le professeur Spiteri, c'est l'attitude réservée de son ami et collègue qui l'accable. Je crois que pour son malheur, Jacques Viguier a ainsi cette personnalité trop intériorisée et il continuera ainsi, je vais employer un mot, je n'hésite pas à le dire, à ne pas être sympathique. Quelqu'un qui ne le connaît pas, qui le voit ainsi un peu froid, réservé, ne pas protester à tout vent, on se dit... c'est le coupable, bien entendu. Jacques Viguier a longtemps repoussé les médias. Pour Sud Radio, Jean-Wilfried Forquès a couvert l'affaire. Encore une fois, le journaliste pointe le doigt sur l'attitude de l'accusé. Je crois que Viguier s'est très très mal défendu du début jusqu'à quasiment maintenant, puisque en refusant de s'exprimer face à la presse, il donne jamais d'éléments, quoi. Il refuse systématiquement. Je crois qu'il a été très très mauvais défenseur de sa cause, quoi. Je trouve que de manière générale, le costume qu'on lui a collé au départ ne correspond pas au personnage. On a dit d'abord dans un premier temps qu'il était vice-doyen de la faculté. Après vérification, il n'est pas vice-doyen, c'est un titre qui n'existe absolument pas, qui n'a jamais existé. Il est tout simplement directeur, sous-directeur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on dit que c'est un personnage machiavélique, organisateur, manipulateur. Je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que c'était pas vrai, que ça collait pas. Là, ça va faire 5 ans. 5 ans qu'elle a disparu. Je ne supporte pas qu'on puisse m'accuser. Je ne le supporte pas. C'est pour ça que je ne m'exprime pas, parce que je suis malade. Je suis malade de savoir qu'on me reproche d'avoir tué ma femme. Pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable, je ne peux pas l'accepter. Mais vraiment, je ne peux pas l'admettre. Les gens qui me connaissent savent comment je suis. Je peux être soupolé. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable de frapper, de tuer. Pour moi, c'est inacceptable. Mais vraiment inacceptable. C'est odieux ce que je vis depuis 5 ans. Qu'on me dise ça, pour moi, je ne peux pas l'accepter. Et ça me rend malade tous les jours. Je peux vous dire que plus le temps passe, moins je le supporte. Ce que je peux me reprocher, c'est d'avoir eu une influence sur le fait qu'elle était malheureuse. Le fait de l'avoir trompée, effectivement, c'est ce que je peux me reprocher, et d'avoir contribué à ce que le couple soit progressivement en faillite.
La personnalité de la disparue est aussi une énigme. Suzanne a fait de sa passion pour la danse son métier. Elle enseigne le classique le jour. Elle est aussi chorégraphe pour des shows transformistes le soir. Peu avant sa disparition, Suzanne perd son père. Sa mort l'affecte beaucoup. Alors, après de longues années de brouille, elle renoue avec ses sœurs Hélène et Carole. Quand Suzanne disparaît, les sœurs pensent d'abord à la fugue. Puis, très vite alertées des avancées de l'enquête, elles sont convaincues de la culpabilité du mari. Il avait un amant, mais lui, il avait une ribambelle de maîtresse. Excusez-moi l'expression. D'ailleurs, j'étais la première étonnée parce que je ne m'attendais pas du tout. Elle adorait ses enfants, elle ne serait jamais restée sans les appeler. Pendant des jours, j'essayais de repartir à zéro, d'essayer de dire que ce n'était pas lui. Mais tout me ramenait à lui. Fâchée avec sa mère depuis des années, Suzanne entretient des liens étroits avec ses beaux-parents. Elle a été vraiment adorable avec nous. Et à tel point qu'elle nous avait demandé de la permission de nous appeler papa et maman. À un moment donné, elle a commencé à être plus distante. Et elle nous emmenait les enfants, mais elle ne restait pas manger. Vous voyez, on a senti, moi j'ai effectivement senti qu'il y avait quelque chose qui allait moins bien. Comme le fait, par exemple, qu'elle parte avec les enfants en vacances sans nous dire où elle allait. La mère de Jacques comprend qu'Olivier est plus qu'un ami pour sa belle-fille. Tout le monde m'a dit mais non, ce n'est pas vrai, c'est pas possible, tu te fais des idées. Bon, moi, donc, naïvement, je ne croyais pas que c'était l'amant, je le prenais pour un pique-assiette, un cornifleur. Jacques Viguier ignorait que vous étiez l'amant de sa femme. Oui. La maison de Jacques et Suzy est une maison ouverte où les gens peuvent venir pour boire un café, pour faire une partie de cartes. Mais c'est essentiellement du côté de Suzy, puisque Jacques, lui, n'est pas comme ça. Donc les rares fois où il est là, il fait semblant de s'intéresser un petit peu, puis il s'enferme dans son bureau, ou il va faire un tour, ou alors il n'est pas là. Tous les week-ends, dès que c'est possible, et qu'il y a une ouverture de chasse quelque part, il s'en va. L'enquête nous a appris qu'il ne chassait pas que les animaux, mais il chassait les femmes aussi, un petit peu. Avec Olivier, Suzanne s'émancipe. Elle sort beaucoup pour jouer au tarot, pour dîner, pour faire la fête. Dans les cabarets, Zouri, artiste et chorégraphe, a souvent côtoyé les deux amants. Il se souvient surtout de Suzanne, son amie. Au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie. Parce que je la vois pas avoir abandonné ses enfants. C'est surtout ça, moi, qui me fait à chaque fois douter. Elle aimait tellement ses enfants, mais ce serait génial qu'elle soit ailleurs, très heureuse. Pourquoi pas ? Vous pensez qu'elle est décédée ou vous pensez qu'elle est... Je ne sais pas. Je le garde, non, je ne sais pas. À Saint-Orens, Olivier et Suzanne sont membres du club de tarot. Pour en savoir plus sur les deux amants, nous avons voulu rencontrer leur partenaire de jeu. Bonjour. Je vais vous expliquer. Bon. À l'unanimité des participants, personne ne veut ici, parce que c'est tellement embrouillé, c'est tellement Mais nous, on voulait net, c'est tellement... Il y a plein de choses. Donc les gens ne veulent pas se foutre... bon, c'est pas qu'ils se foutraient dans le merdier, bien sûr que non. Qu'est-ce qui est ça. pas net, monsieur Qu'est-ce qui est pas net? L'amant qui est là en cours, il fait partie du club, et les gens d'ici, du club, bon, ils veulent pas se foutre dans un truc avec une parole malheureuse, ce genre de truc, on sait bien. À Saint-Orens encore, les deux amants avaient leurs habitudes dans un bar. Nous avons contacté au téléphone l'ex-patronne. J'étais au courant un petit peu de sa vie, y compris avec Olivier. Et de son mari, avec qui elle ne s'attendait pas et avec qui elle voulait divorcer. Après, bon, si, je pense certaines choses, mais que je ne dirai pas.
Pour comprendre l'état d'esprit de la disparue, nous rencontrons une amie de Suzanne. Mathilde Oustric est une des dernières à l'avoir vue vivante. Je pensais qu'elle avait fait une bêtise, mais qu'elle allait revenir, c'était manière de frapper un coup sur la table, mais qu'elle reviendrait quand même. Je pensais pas qu'elle ne plus jamais la revoir. Une bêtise, c'est-à-dire par rapport à son mari? Non, pas spécialement, non, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais une bêtise, je sais pas, parce que moi je l'avais vue perturbée par rapport à sa famille, donc je pensais qu'elle avait envie de se mettre un petit peu au vert à cause de ce problème-là. Dans quel état d'esprit vous l'avez trouvée? Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et bon, impossible d'arriver à la raisonner. Bon, elle venait pour une question bien précise. Il y avait un souci dans la succession de son père. Suzanne est une femme sensible et avenante, mais elle a parfois des idées qui surprennent ses amis. Suzanne Viguier était passée me voir à mon bureau et m'avait dit voilà, ça va être bientôt la fête ou l'anniversaire de Jacques. Tu es proche, tu le connais, on va essayer de le traduire devant une juridiction. C'est-à-dire que si tu veux, tu seras le procureur pour faire l'acte d'accusation, ou bien tu seras l'avocat pour le défendre, un autre sera donc la partie adverse, on le jugera et puis on décidera une sanction. Voilà quelqu'un qui voulait organiser le procès de son mari. C'est quand même curieux. Suzanne veut divorcer. Pour l'accusation, c'est le mobile du crime. Mais le veut-elle vraiment? Il est vrai que 3 semaines plus tôt, elle consulte un premier avocat. Secrètement, elle avait rendez-vous le lundi 28 février, lendemain de sa disparition, avec un second avocat. Quand elle a téléphoné, elle était très speedée et elle voulait un rendez-vous tout de suite. Et après, éventuellement, mettre en piste une procédure. Elle nous a communiqué son numéro de portable, étant donné qu'elle ne voulait pas que son mari soit au courant. Suzanne n'est donc pas en instance de divorce, elle prend des renseignements. Sur cette question cruciale du divorce, un ami du couple, Marc Blanquet, apporte un élément complémentaire. Je devais, pour des raisons professionnelles, téléphoner à Jacques. J'ai appelé chez lui, c'est Suzy qui m'a répondu. Jacques était à l'université. Elle m'a annoncé leur prochain divorce en me disant, je me rappelle exactement ces mots, en me disant, tu sais, je crois que Jacques et moi, on va divorcer. Elle était en larmes, complètement effondrée, à tel point que j'ai dit à ma femme, après le coup de téléphone, qu'il faudrait qu'elle appelle peut-être un soir Suzy, parce que apparemment elle était dans un état déplorable et qu'il fallait lui remonter le moral. Et j'ai ensuite appelé donc Jacques à son bureau à l'université. Je n'ai pas évoqué le téléphone, le coup de téléphone à Suzy. Un petit peu délicat de dire, au fait, je viens d'apprendre que vous allez divorcer. Et il se trouve que lui-même m'en a parlé. Donc, il m'a annoncé effectivement qu'ils allaient certainement divorcer, mais dans des conditions assez différentes, quoi. Je ne sais pas comment dire, calmement, naturellement. Si Jacques sait qu'ils vont divorcer, le mobile ne tient plus. Le témoignage de Marc Blanquet fait tomber un des pans de l'accusation. Dans une disparition, les investigations vont en général tout azimut. Ici, pas de recherche pour retrouver Suzanne vivante et pas d'autre piste que celle du mari. Les enquêteurs sont persuadés qu'elle est morte, assassinée par son époux. Alors ils fouillent les coins de chasse de Jacques Viguier. Mais le corps de Suzanne reste introuvable. Les enquêteurs tentent de faire parler les indices, de décrypter les moindres faits et gestes du mari et interrogent les parents de Jacques Viguier. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli très aimablement. On m'a fait asseoir. Mon interlocuteur s'est assis sur le fauteuil à côté de moi et m'a dit, voilà, monsieur Viguier, votre fils est coupable, il faut qu'il avoue.
Et ça résoudra tous les problèmes. Parce que, de deux choses l'une, ou il avoue, il a un bon avocat, il est condamné à 5 ans, il en fait 2, et puis il sort de prison. Ou il n'avoue pas, et il est condamné quand même, mais à ce moment-là, à 15 ans au moins. Et alors, que vont devenir les petits-enfants? Clémence va devenir une prostituée. Les 2 garçons vont devenir des drogués. C'est un peu gros. Et vous ne pouvez pas laisser faire ça. Donc vous allez aller trouver votre fils et vous allez lui conseiller d'avouer. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, je pense que je ne ferai jamais une chose pareille parce que moi, je suis convaincu de l'innocence de mon fils. Ah bon? C'est votre dernier mot? Oui, oui. Alors mon interlocuteur qui était assis à côté de moi s'est levé et passé de l'autre côté du bureau. Et il m'a dit, bon, eh bien, ça va, c'est terminé. Alors j'ai dit, je suppose que je n'ai plus le droit de voir mon fils. Ah ben non alors. Et je suis parti comme ça. Voilà une attitude de policier qui... là, il n'y a pas de procès verbal, vous voyez. De ce genre d'entretien, il n'y a pas de procès verbal. On vous interroge pendant 2 heures ou 3 heures, puis on fait un procès verbal de 2 ou 3 pages sur lesquels ils ont retenu ce qui les intéressait. Vous ne pouvez pas nier ce que vous avez dit, mais c'est sorti d'un contexte. Et à moi, quand on m'a interrogé, on m'a dit, est-ce que vous avez aidé votre fils à décharger la voiture, à décharger sa femme de la malle? J'ai dit, mais vous rêvez? Et le jour où votre belle-fille a disparu, votre fils vous a téléphoné? Oui, mon fils m'a téléphoné. À quelle heure c'était? Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, 10h30, 11h moins le quart. J'étais en train de préparer le repas, je ne peux pas vous dire l'heure exacte. Vous êtes venu chez lui? Non, je ne suis pas allée chez lui. Vous avez une voiture et vous conduisez? Oui, mais ma voiture était restée à la montagne. Je n'aurais pas eu ma voiture à Orgex. J'allais en garde à vue. Il te mettait en garde à vue, toi aussi. Oui. Exactement, voilà. Toujours à la recherche de témoignages, les enquêteurs interrogent les proches de Jacques Viguier. Marc Blanquet est convoqué par la police. Les propos que j'avais tenus étaient reproduits fidèlement, sauf que les questions ne figuraient pas sur le procès-verbal. Or, un certain nombre de questions impliquaient certaines réponses, et lorsqu'on reproduit uniquement la réponse, celle-ci apparaît comme une déclaration spontanée. Lorsqu'on demande par exemple si Jacques Viguier avait l'habitude de me faire des confidences sur sa vie sentimentale, que je réponds non, Jacques Viguier ne me faisait pas particulièrement de confidences ou régulièrement de confidences sur sa vie sentimentale. C'est vrai que lorsque la question n'est plus reproduite, on a l'impression que je veux porter à la connaissance des enquêteurs que Jacques Viguier était quelqu'un qui ne faisait pas de confidences. Voilà. Ce n'est pas du tout ce que j'avais déclaré. Au même moment, à Toulouse, le SRPJ est chargé d'une autre affaire criminelle. On découvre sur les bords de la Garonne le cadavre de la petite Océane, 4 ans. Immédiatement, les enquêteurs dirigent toutes leurs investigations sur un unique suspect, Pascal Fauqui. Le jeune homme clame son innocence, mais sous la pression, il finit par admettre qu'il aurait pu commettre ce crime atroce inconsciemment. Non seulement on se trompe sur la personne, mais en plus, il n'y a même pas de crime. L'erreur judiciaire, ce n'est pas l'erreur sur la personne qui aurait commis un crime. Là, l'erreur, c'est qu'il n'y a même pas eu de crime et qu'on a prétendu pendant quelques instants qu'il y avait eu un crime horrible. Les noms des enquêteurs qui sont dans l'affaire de M. Fauqui, on les voit également figurer dans l'affaire de M. Viguier. Ce sont les mêmes enquêteurs, c'est tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans l'affaire Fauqui, ils ont enquêté en partant de l'idée qu'il était coupable et avec beaucoup d'énergie, ils ont été amenés à lui faire dire des choses qui ont impressionné le juge d'instruction et qui ont entraîné la conviction dans la tête du juge d'instruction qu'il était certainement coupable. Alors qu'il n'y avait pas de crime. Alors qu'il n'y avait pas eu de crime. En effet, les résultats de l'autopsie de la petite Océane ont conclu à une mort par noyade accidentelle.
Au même moment, Olivier, l'amant de Suzanne, collecte des informations et convoque les proches de la disparue. Il m'a contacté le matin de cette fameuse réunion en prétextant que c'était pour organiser une réunion pour la retrouver. Et c'est pas du tout l'impression que j'ai eue au cours de la soirée. J'ai plutôt l'impression qu'il recherchait des informations pour pouvoir faire inculper Jacques, comme quoi il y avait accusation de meurtre déjà. Non, ce n'est pas une réunion pour la rechercher, c'est une réunion pour informer les gens où on en était. À ce moment-là, apparaissent plusieurs articles dans la Dépêche, notamment, puisque c'est le journal local, mais il y a de tout et de n'importe quoi. Donc c'est remettre les choses à leur place, essayer d'expliquer ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé par rapport à ce qu'on peut en dire. Et puis voilà, au départ c'est ça. Si maintenant, moi, oui, j'ai peut-être dit que j'aimerais que cette réunion serve à quelque chose et que je ne sois pas tout seul à me battre, mais bon, c'était pas fait dans un but méchant ou quoi que ce soit. C'est pas pour monter les gens contre Jacques Viguier. C'était pas fait dans ce but-là. Lorsqu'Olivier témoigne, il est accompagné par une amie qui est aussi la baby-sitter des enfants Viguier. À la recherche de Suzanne, la jeune fille est passée à plusieurs reprises ce lundi 28 février dans la maison. Nous l'avons contactée. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait froid dans le dos, quoi. J'aimais pas quand il était à la maison, que c'était lui qui rentrait le premier, parce que j'aimais pas être seule avec lui et les enfants. Suzy, je l'ai tutoyé pratiquement tout de suite, lui, je le vous voyais encore. Mon opinion personnelle, oui, c'est lui qui l'a tué, mais après, je peux pas le jurer. Des voyantes grossissent la liste des accusateurs. Une mère et sa fille, elles aussi amies d'Olivier, ont eu un flash. Maître Catala défend Jacques Viguier depuis le premier jour. La mère dit je me suis mis en contact avec Suzy, je l'ai vue dans le ciel, et elle m'a tout expliqué. Et là, elle met en place un scénario selon lequel ce serait bien entendu Jacques qui aurait fait disparaître sa femme dans des conditions épouvantables, et elle ajoute même que Jacques a pris un vélo, a mis sa femme dans un sac poubelle et a transporté la disparue, l'a suppliciée, l'assassinée sur un vélo. Bon. La défense place cette considération au niveau de l'anecdote. Mais il faut savoir que, puisque la voyante maman a vu ça, il était intéressant de voir la voyante fille. Et la fille elle-même dira qu'elle est entrée en contact avec Suzy, qui se trouvait je ne sais pas où. Et que la disparue, dans son désarroi de supplicié, lui a fait part des mêmes révélations. On m'a tué, c'est lui, etc., etc., etc. Après ce témoignage extralucide, les voyantes créent une association, Vérité pour Suzy. Mais Vérité pour Suzy a refusé de nous répondre. « 13 jours après la disparition, les policiers perquisitionnent la maison. À la recherche de la scène de crime, ils relèvent des traces de sang. Mais contrairement à ce que les gros titres de la presse affirment, l'ADN ne parle pas. Lorsque la police scientifique va arriver, elle va constater simplement une chose. C'est que la maison était occupée par Jacques, son épouse et ses enfants. Parce que les traces de sang que l'on va trouver dans la maison ne sont pas des traces de sang qui sont symptomatiques d'une lutte au cours de laquelle, dans un affreux moment, Jacques aurait fait disparaître son épouse par la violence, sans doute par un instrument qui déclenche le sang. On va trouver dans un appartement non nettoyé. Et pour savoir que cet appartement a été non nettoyé, il faut quand même lire avec une attention soutenue et essayer d'exercer une sagacité parfaite les procès-verbaux de police. Mais toujours est-il qu'il est dit, il est écrit,
que l'appartement n'a pas été nettoyé, rien n'a été maquillé, qu'on ne trouve pas à l'intérieur de cet appartement, de cette villa, des traces de lutte. Et l'on va trouver, à dose infini-décimale, quelques craquelures de sang réparties dans la maison, qui apportent non pas la démonstration d'une scène de violence, mais qui apportent la démonstration d'une maison qui a été occupée par une femme et par un homme. Je prends l'exemple du véhicule de Jacques. Un gros véhicule, avec un coffre arrière qui est important, avec, et c'est démontré, le fait que ce véhicule, ce coffre arrière était un foutoir incommensurable. Et là, on trouve une sorte de couverture, un drap qui date de Mathusalem, souillé, et à l'intérieur duquel on trouve des traces de souillure qui apparaissent comme étant des traces de sang. Mais nous nous disons, attention, c'est un chasseur, ce sang n'est pas du sang humain, c'est du sang animal. En effet, les résultats de l'analyse ont confirmé qu'il s'agissait de sang animal. La question du sac à main de Suzanne fait aussi partie des indices troublants. C'est ici, Jacques Viguier, qu'on a retrouvé le sac de votre épouse? Dans le placard de l'entrée. La porte est ici, la mort est là. Je me suis dit, est-ce qu'elle l'a mis? Qui l'a mis? Pourquoi? Ça m'a paru étrange, mais sans que je puisse donner une explication sur l'étrangeté. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Qui a pu le mettre là? Pourquoi? J'ai pas de réponse. Mais dans le sac à main, il n'y a ni portefeuille ni portable. 13 jours après la disparition de Suzanne, coup de théâtre. Son portefeuille réapparaît aux objets trouvés. Qui l'a récupéré, où et quand? Le mystère demeure. Elle est partie avec son portefeuille, son portable, des lentilles. Donc, elle est sortie pour faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ou elle n'est pas rentrée, ou elle a fait une rencontre à un moment donné. Je n'en sais rien. Ce qui est choquant pour moi, c'est qu'on a un portefeuille qui est aux objets trouvés et sur lequel on a demandé de faire des investigations, des analyses. On a demandé de faire des recherches pour savoir qui l'avait trouvé, à quel endroit, parce que là, on a une véritable piste qui permettrait de trouver ce qui a pu se passer. Deuxième énigme, les volets sont clos, les serrures verrouillées, les clés à l'intérieur. Pour l'amant et la sœur de Suzanne, c'est la preuve qu'elle est morte ce dimanche-là dans la maison. Quand on m'apprend qu'on a retrouvé le sac dans la maison avec les clés à l'intérieur, chez moi, ça déclenche quelque chose. Je me dis, mais comment à ce moment-là, elle a pu sortir de chez elle, tout fermer à clé et partir et disparaître? Donc ça ne fait que confirmer une fois de plus que, et c'est la question que je lui poserai, et comme il ne sait pas me répondre, donc je lui ai bien reposé la question, je lui ai demandé en dehors de son coffre de voiture comment Suzy pouvait sortir et tout fermer. Vous pouvez être sorti par le garage. Je vais vous répondre, elle n'est pas passée muraille, c'était fermé à clé. La maison était fermée à clé. Puisque rien n'a bougé dans la maison, nous vérifions plusieurs hypothèses. Premièrement, le garage. Pour sortir, il suffisait à Suzanne d'actionner le bip retrouvé dans son véhicule et de laisser la porte se refermer. Seconde hypothèse, l'existence d'un jeu de clés supplémentaire. Pour moi, il y a une clé qui est dans la nature, parce que je pense qu'à un endroit, il y a une clé que je cherche quelques temps plus tard et que je ne trouve pas. Je me dis, tiens, Suzy est sortie avec ça. Et cette clé, pour moi, elle existe et je n'en trouve pas trace. Nous en arrivons à l'ultime pièce à charge, sans doute la plus troublante, le matelas. 10 jours après la disparition, Jacques Viguier jette le matelas sur lequel sa femme dormait. Pourquoi ?
m'avait dit ce matelas est tellement pourri, mais je préfère aller dormir sur ce matelas pourri que dormir avec toi. Donc c'est aussi quelque chose qu'elle m'avait balancé dans les dents. Sur ce matelas, il se passe des choses. Elle a un amant, elle a eu des relations sexuelles sur ce matelas avec un amant. Et ça me fait sortir de moi. Donc je prends ce matelas, je vais le porter à la décharge. Et je me dis là, elle comprendra, quand elle reviendra, elle veut divorcer, on divorce, mais pas cette espèce de situation un peu bizarre. Mais Jacques Viguier ne donne pas cette explication aux enquêteurs. Pourquoi ? Quand je vais jeter le matelas, après je me dis, oh, tu as cette exaspération. Quand on pose des questions, ah oui, donc vous étiez énervé. Alors j'ai dit que j'étais énervé, effectivement. Mais énervé, en même temps, eux disent, ah ouais, mais si tu es énervé, qu'est-ce que tu as fait d'autre aussi en étant énervé ? Un incendie d'origine inconnue détruit le matelas. Mais ce n'est pas le premier incendie suspect de cette déchetterie. Ce dimanche, jour de la disparition de Suzanne, il se produit un fait troublant. Entre 10h et 12h, un taxi prend en charge une femme à proximité de la maison des Viguier. Il conduit sa cliente à la gare centrale. Le chauffeur déclare que la passagère ne ressemble pas à la photo que lui soumet la police, mais il ajoute que le visage de Suzanne lui dit quelque chose. À ce jour, la passagère n'a pas été identifiée. Cette piste n'a jamais été une priorité de l'enquête. Alors, si le mobile ne tient plus, si certains témoins ne jurent plus de rien, reste la question du jogging. Ce dimanche, entre 10h et 11h, Jacques Viguier affirme courir. L'accusation n'y croit pas. Je vois Jacques, je lui dis, est-ce que vous êtes sportif? Il me dit, mais moi j'étais... Mais il ne l'a pas dit d'abord à la police, il ne l'a pas dit au juge d'instruction, il l'a dit chemin faisant, il me l'a dit à moi, je suis allé me précipiter chez le juge pour le lui dire, qu'il avait été champion d'académie de natation, qu'il avait représenté la faculté à un point tel qu'il était arrivé à une dimension nationale au niveau du sport. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé au juge d'instruction, écoutez, cet homme est sportif, cet homme court, je vais vous en faire la démonstration, il n'y a aucun problème, organisons le footing. Et alors là, une nouvelle naïveté de Jacques, alors que cet homme, s'il avait été coupable, aurait eu intérêt à faire que cette durée de footing s'étale dans le temps, parce que plus il courait, moins il était censé être à la maison, pour faire une vilainie. On a vu cet homme bâcler son footing en 20-25 minutes, épuiser les représentants du SRPJ qui couraient après à un point tel qu'on s'est fait un souci terrible parce que l'un d'entre eux présentait tous les symptômes de la crise cardiaque, et par voie de conséquence apportait la démonstration que nous avions affaire à un homme qui, bien entendu, était tout à fait capable de faire un footing. Bien sûr que non, que je ne crois pas au jogging. Jacques Viguier, il ne fait jamais de jogging. Il a un problème à un genou, il se fait soigner depuis des années. Il en a fait un dans sa vie, de jogging. C'est le jour de la reconstitution pour montrer qu'il était capable de le faire. Alors, Jacques Viguier est-il un sportif? Les policiers enquêtent et interrogent des proches du professeur. L'élément, c'était est-ce que tu es capable de faire un footing ou pas, puisque tu avais été opéré et que donc tu ne pouvais pas courir. Voilà. C'était ça l'élément crucial qui, d'ailleurs, je dois dire, m'avait ébranlé. J'ai jamais été opéré. Puisque moi, je ne savais pas du tout si Jacques avait l'habitude de courir ou pas, mais comme j'étais parti plusieurs fois en mission avec lui et qu'il prenait ses vêtements de sport, ses baskets, ses shorts et compagnie, naïvement, je pensais que c'était pour courir. Il n'y a jamais eu d'opération de toute façon. Et en plus, il n'y a pas eu d'opération d'après ce que tu m'as dit. Depuis 5 ans, le visage de Suzanne Viguier a souvent fait la une des journaux. La Dépêche du Midi est plus qu'un journal. À Toulouse, c'est une institution.
Gilles Souillès a couvert le dossier Viguier, mais chose surprenante, le journaliste n'a pas été autorisé à nous répondre. C'est le rédacteur en chef qui s'explique. Comme sur l'affaire Allègre, comme sur l'affaire du groupe AZF, la Dépêche n'a eu d'autre ambition que de faire son travail. Et quand on suit cette affaire depuis le début, j'aimerais qu'on nous prouve les failles que nous aurions laissé s'ouvrir dans la façon dont nous avons conduit cette affaire. Et j'en veux une preuve toute simple. Nous n'avons pas été poursuivis en diffamation. Vous êtes un monstre, un magistrat lâche le mot en audition, la presse l'imprime, la justice ne demande pas de droit de réponse. Vous êtes un monstre, c'est quelque chose qui figurait dans un PV que nous nous sommes procurés. Bon. C'est vrai que le quotidien régional La Dépêche du Midi a souvent parlé de lui, et c'est vrai que d'une manière générale, c'était souvent ou systématiquement dans les titres ou sous-titres le vice-doyen, l'assassin, et en gros, dans l'inconscient collectif, de manière générale, c'était pas un présumé innocent. Très rapidement, c'est devenu, et ça l'est encore, un présumé coupable. Et de manière générale, je dirais que les envoyés spéciaux ont emboîté le pas à La Dépêche du Midi. Ils n'ont pas cherché à savoir qui était l'amant, ils n'ont pas cherché à savoir quelle était la vie de Suzy Viguier. Ils ont systématiquement emboîté le pas de La Dépêche du Midi en disant « c'est un vice-doyen, c'est un manipulateur, en plus, ça c'est très important pour les titres, il aime les polars, il aime Colombo, et donc, de manière générale, il adore le crime parfait. Et s'il adore le crime parfait, comme il y a un seul candidat possible au crime, c'est donc lui. » Dans un livre, Dominique Labarrière, chroniqueur judiciaire, tente de prouver l'innocence de Jacques Viguier et insiste sur les zones d'ombre de la vie de Suzanne. L'auteur veut démontrer que les investigations ont été bâclées. Je suis très surpris des titres de la presse à ce moment-là. Vous êtes un monstre, c'est pas un titre. Ça peut être une appréciation dans une conversation que le juge d'instruction ait dit cela à un moment donné, c'est une maladresse. Que cette maladresse devienne un titre de presse qui qualifie véritablement un homme qui, quoi qu'il ait fait ou quoi qu'il n'ait pas fait, doit bénéficier de la présomption d'innocence, c'est inadmissible. On n'est plus dans le domaine du journalisme. On a fait un portrait psychologique d'un individu, on a un coupable. Et le coupable de quoi? D'un fait dont personne n'était en mesure de dire s'il s'était produit ou non. Personne n'est capable de dire si Suzanne Viguier a été assassinée ou si elle a disparu. Aujourd'hui, personne ne peut dire ça, même aujourd'hui, 5 ans après les faits. Il y a un risque d'erreur judiciaire, et en tout cas d'enquête, qui partait sur une seule voie. Une enquête qui part sur une seule voie, vous le savez très bien, notre métier nous l'apprend tous les jours, on ne revient pratiquement jamais en arrière, on reste sur des rails, il est très difficile de se remettre en cause et de douter, de poser les vraies questions. Dans cette affaire, il n'y a donc pas encore eu de procès. La Cour d'appel de Toulouse doit dire prochainement si oui ou non Jacques Viguier passera aux assises. Les sœurs Carole et Hélène sont parties civiles, Maître Debuisson les représente. La réalité de ce dossier, c'est qu'il y a eu un drame passionnel, encore une fois, avec une dispute violente, au cours de laquelle Suzy Viguier a été tuée, et ensuite on a tenté de faire disparaître et le corps, ce que l'on a réussi à faire jusqu'à présent, et le maximum d'indices. Moi, je ne suis pas là pour faire condamner Viguier. Viguier, c'est la cour d'assises qui le condamnera. Il aura un avocat général qui demandera une sanction, probablement sévère, très sévère. Moi, je serai là simplement pour tenter de rapporter la preuve que ce qu'il dit n'est pas tout à fait le reflet de la vérité, et en même temps défendre les intérêts de la famille qui est partie civile. Moi, Viguier, ce n'est pas mon adversaire, je ne connaissais pas Viguier avant, je ne connais pas depuis, je l'ai vu 2 fois en chambre d'instruction. Mon problème, c'est la défense d'une famille qui, elle, est persuadée que Viguier est coupable et qui, à partir de cet instant, veut qu'il y ait rapidement un procès, le plus rapidement possible. La défense des 2 sœurs uniquement. La défense des 2 sœurs, bien évidemment. En effet, parce qu'après 5 ans d'instruction, la mère de Suzanne change d'avocat et demande une contre-enquête. Maître Decaune la représente. Le mobile avancé d'un assassinat pour éviter un divorce honteux socialement, c'est le mobile le plus ridicule qui ait été avancé depuis longtemps dans une enceinte judiciaire. Je trouve personnellement dommageable
pour la justice, je ne me place que sur le plan de la justice, et c'est le regard de la mère de Suzanne Viguier, qu'on envisage de renvoyer quelqu'un devant une cour d'assises sur la base de ce dossier-là. La vérité ne peut pas y trouver son compte, puisqu'elle n'est pas dans le dossier. On renvoie à Jacques Viguier d'être Machiavel, fan de polar, et donc il aurait tout prévu. Psychologie de bazar et Hitchcock mal digéré. Là encore, on explique que dans le cadre de ses activités professorales, il a un jour parlé du crime parfait, ce qui serait la démonstration qu'il en était bien capable. Ça, c'est le degré zéro de l'analyse psychologique en matière pénale. C'est une matière sérieuse, infiniment sérieuse. La vie d'un homme en dépend, et la vie, par voie de conséquence, de ses enfants. On ne peut pas se limiter à des choses aussi fantaisistes. Toute l'argumentation de l'accusation consiste à mettre en avant des maladresses incommensurables, imbéciles au sens étymologique du terme, qui auraient été commis par cet homme qu'on proclame d'une grande intelligence et d'un grand machiavélisme, c'est-à-dire que là non plus on n'y comprend rien. Or, la réponse de la défense est très simple. Si c'est Jacques, il suffisait simplement, puisqu'il avait 13 jours pour le faire, de prendre tous ces pièces qui semblent être des pièces à conviction, des lunettes, des objets de toilette, des objets intimes, et de les faire disparaître en même temps qu'il faisait disparaître son épouse. Or, il ne l'a pas fait. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'est pas coupable. Ce 14 avril 2005, la Cour d'appel s'apprête à examiner le dossier Viguier. Pour défendre Jacques Viguier, Maître Catala est assisté par un ténor du barreau parisien, Maître Leclerc. La défense réclame un non-lieu. Maître Decaune demande des investigations supplémentaires. Maître Debuisson se rallie à l'accusation pour un renvoi aux assises. Le mis en examen n'aura pas le droit d'assister au débat. L'homme attend pendant que derrière la porte, son avenir se joue. 2 heures plus tard, un témoin de dernière minute fait une déclaration surprenante. Il y a un dernier témoin ou un témoin de dernière heure qui aurait vu au moment de la commission, ou tout au moins de la disparition de Suzy Viguier, dans une décharge, certains éléments qui seraient susceptibles de ressembler à un corps, de telle sorte que la gendarmerie maintenant va faire toutes les investigations nécessaires pour savoir si dans cette décharge, il s'agissait bien d'un corps. Ce témoin surprise? Oui, c'est une interrogation de plus, une interrogation qui arrive un peu tard, mais qui mérite d'être posée et qui va donner sans doute lieu effectivement à des investigations. Et ce témoin surprise Écoutez, on va voir, justement. Tous les témoins, même surprenants, emportent notre assentiment dans la mesure où ils peuvent contribuer à une vérité que nous crions depuis le début, le fait que Jacques Viguier est innocent. Écoutez, chaque fois que dans cette affaire, il y a eu des investigations complémentaires pour vérifier les dires de Jacques Viguier, chaque fois, ces dires ont été confirmés. Et donc, nous sommes rassurés, Jacques Viguier étant innocent, tout complément d'information ne pourra que conforter cette thèse. Si je savais qu'aujourd'hui on fait enquête sur une vraie disparition avec une enquête correcte, là je serais heureux. Si c'est pour chercher, encore une fois, une pseudo-invention, disons, le corps qu'il a caché parce que c'est lui, ça c'est ridicule. Donc quand on cherche, effectivement, moi le premier, les enfants, tout le monde souhaite avoir une solution, mais pas toujours autour des mêmes idées, c'est lui, on va fouiller l'endroit où il chasse, voilà. Ils l'ont déjà tourné 4 ou 5 fois, les hommes grenouilles et tout, donc je veux dire, c'est pas là qu'il y a la solution. Alors, en attendant le résultat de ces fouilles et la décision de la Cour d'appel, le dossier Viguier est figé et la question principale reste sans réponse. Où est Suzanne? Et si elle est morte, qui l'a tuée?
Le 19 mai 2005, 5 ans plus tard, la Cour d'appel ordonne un supplément d'information. Par tous les moyens appropriés, l'instruction devra procéder à la recherche de Suzanne Viguier, explorer toutes les pistes et entendre tous les témoins. Pas de procès aux assises pour le moment, l'enquête est réouverte. Jacques Viguier reste mis en examen pour homicide volontaire.